Bienvenue dans ce chapitre 2 de Coup d'État Anyone Can Scale. Alors, dans le chapitre 1, on s'était concentré sur les individus. On a eu plein de feedback de votre part. On a utilisé ces feedbacks pour essayer de faire un chapitre 2 encore mieux que le chapitre 1. J'espère qu'au fur et à mesure, vous verrez notre courbe d'apprentissage et vous aurez envie d'en voir encore plus. Alors, dans ce chapitre 2, on va se consacrer au scale des organisations. On va arrêter de parler des individus, on va parler des gens qui ont envie de faire une grosse boîte, qui ont envie de construire un empire, quelle qu'en soit la taille. Alors, il y a des gens qui vont avoir des marchés très très vastes dans lesquels on peut bâtir des très très grandes boîtes. Il y a des gens qui vont avoir des marchés un peu plus modestes, un peu plus niches, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les stratégies et les techniques de grandes boîtes. Alors, dans ce chapitre, Anyone Can Scale les entreprises, on va voir un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus. On va voir qu'est-ce que ça change de le faire en équipe. On va voir aussi comment faire pour gérer la complexité humaine qu'impacte le scale d'une organisation. Et surtout, on va essayer, comme toujours, de vous donner des trucs, des astuces et des cas le plus concrets possible. Bienvenue dans le chapitre 2 de Coup d'État Anyone Can Scale. J'espère que vous êtes très heureux d'être là, parce que moi je suis en pleine forme. Dans le premier chapitre, on a déjà parlé de 3 aspects du scale qui sont hyper importants. Le premier, c'est la standardisation. Vous l'avez vu, standardiser, c'est la base pour pouvoir répéter. Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait d'automatiser. Automatiser, ça passe par le fait de rendre des choses qui avant étaient manuelles, automatiques, et comme ça de pouvoir être plus productif. La troisième chose, c'est évidemment la délégation au client. Si ce n'est pas possible de standardiser, si ce n'est pas possible d'automatiser, peut-être que les clients le feront mieux que vous, peut-être qu'ils y trouveront du plaisir. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment ce genre de choses change quand on scale une organisation. Et bien, quand on scale une organisation, le problème numéro 1 qu'on a, c'est que les initiatives viennent de partout. Ça peut venir de l'équipe, ça peut venir des clients, ça peut venir des feedbacks et on est un peu perdu sur comment prioriser. Alors ça, c'est un truc que je vois tous les jours à The Family. Tous les jours, je vois des gens qui se noient dans des verres d'eau parce qu'ils pensent travailler très dur alors qu'ils travaillent sur les mauvaises choses. Il faut simplement être poussé par un principe très simple. En philosophie, il y a un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam dit qu'entre 2 théories rationnelles, c'est toujours la théorie la plus simple qui a le plus de chances d'être vraie. Pourquoi? Parce que l'univers aime bien la simplicité et qu'en général, quand une explication est trop complexe, c'est qu'on a raté quelque chose. Et bien moi, j'ai inventé le rasoir douce. Le rasoir douce, c'est comme le rasoir d'Occam, c'est un principe très simple qui dit que dans un business, la meilleure façon de prioriser une action est de toujours choisir l'action qui a le plus fort impact pour l'effort minimum. L'entrepreneuriat, c'est avant tout une affaire de feignant. Je vous encourage à être feignant. Je vous encourage à en faire le moins possible. Je vous encourage à essayer de trouver des optimisations. Et si vous êtes porté par ce principe de feignantise, vous pouvez inclure ça dans vos équipes et vous pouvez donner à tout le monde un guide et un réflexe qui est que quand les gens essaient de faire des choses trop complexes ou trop longues, il se passe toujours quelque chose de déplorable, c'est qu'on n'arrive pas à délivrer. Alors 2 choses, on va ensemble réduire la timeline, on va essayer de réduire notre horizon temporel au minimum et on va essayer aussi de réduire la complexité. On va essayer de trouver des actions simples et impactantes. Prenons le premier élément, la standardisation. La standardisation, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qui ensuite reste pour toujours. C'est un process. Et comme tous les process, ça a besoin d'être réinterrogé constamment. On a constamment besoin de se poser la question comment standardiser des nouvelles choses, comment réussir à observer ce qui a été fait, où est-ce qu'il y a de la friction, est-ce que cette friction elle est positive ou négative et comment j'en fais quelque chose. Alors, il y a un principe très simple sur le scale de la standardisation,
c'est qu'il faut le plus vite possible pouvoir le déléguer à quelqu'un, mais ne surtout pas rendre tout le monde responsable de cette standardisation. Je m'explique. En général, dans un réseau et dans un network de gens, la complexité monte avec le nombre de membres. Plus vous avez de membres, et plus c'est compliqué. Donc, la communication entre deux personnes, il faut dire un message, le message revient. Ça va. Entre trois personnes, il faut que chacune de ces personnes, elle parle. C'est pour ça qu'on dit que dans une conversation, la complexité de cette conversation, elle est n factorielle. Alors, petit cours de maths, ça veut dire quoi? Si on dit 3 factoriel, ça veut dire 3 fois 2 fois 1. 4 factoriel, ça veut dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. 5 factoriel, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous avez compris. 5 personnes, ça veut dire que le nombre d'interactions pour que tout le monde ait exactement le même niveau d'info, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120. 120 interactions pour qu'on ait la même qualité qu'une communication à deux personnes. Et ça, c'est terrible. Et c'est d'ailleurs ce que les organisations oublient. Le drame de la collaboration, c'est de croire que la scalabilité passe par la vie de tout le monde surtout. Non, il faut que vous ayez des responsables très clairs. Et la standardisation, c'est un métier. Vous devez, le plus rapidement possible, avoir un responsable de standardisation dans votre équipe, avoir quelqu'un dont le métier est de standardiser l'ensemble des process, d'observer les gens et de réussir à trouver des nouvelles opportunités de standardisation. La standardisation, je ne vais pas vous rappeler la philosophie, on l'a assez vu dans le chapitre 1, mais je vais quand même vous le redire, c'est pas mal, c'est même une condition nécessaire au scale. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me dit qu'on n'aime pas la standardisation, je demande si on aime bien l'iPhone ou pas. L'iPhone est un exemple typique de standardisation personnalisable. Tout le monde a le même téléphone, mais personne n'a un téléphone similaire et identique. Et évidemment, le sujet pour vous aujourd'hui est de réussir à créer une organisation qui est capable de maintenir un très haut niveau de standardisation sans renier pour autant les capacités de customisation, de souplesse et de flexibilité dans l'équipe. C'est pour ça que vous avez besoin d'un owner. Vous avez besoin de quelqu'un qui est en charge. Alors ce quelqu'un, il a pour but de dire oui ou non aux grandes décisions de standardisation qui vont être prises par votre organisation. Évidemment, c'est une très grande responsabilité. Idéalement, si vous êtes plusieurs cofondateurs, c'est une responsabilité qui doit rester celle d'un cofondateur. Si vous êtes solopreneur, vous devez trouver quelqu'un de confiance à qui vous déléguez cette chose le plus rapidement possible. Comme toute délégation, il y a un process. Quand on délègue quelque chose, on doit admettre qu'au début, la personne va le faire un peu moins bien et que petit à petit, elle va apprendre à le faire de mieux en mieux. Les techniques de standardisation at scale ne sont pas différentes que celles de la standardisation d'un freelance. Finalement, le processus de standardisation est toujours le même. La grande nouveauté quand il y a une équipe, c'est de définir clairement le rôle de chacun et de comprendre que la standardisation est une responsabilité absolument pas collective. Alors, ça ressemble à quoi un type qui standardise? Quand vous vous posez la question du scale, vous vous posez la question d'un réalisateur de film. Vous avez besoin d'imaginer qui va être dans quel rôle et vous avez besoin de savoir qui va pouvoir incarner au mieux le rôle. C'est un peu comme dessiner une grande œuvre, une grande peinture ou faire un grand film. C'est réussir à mettre les couleurs à l'endroit où il faut avec l'harmonie pour que l'ensemble soit cohérent. Je vais être un peu caricatural. La personne idéale pour aller standardiser, c'est quelqu'un qui aime simplifier les choses. Évitez les gens qui complexifient leur raisonnement, qui se noient dans un verre d'eau. Et c'est quelque chose qui, en interview, vous pouvez vérifier très simplement en demandant aux gens comment ils gèrent des situations simples de leur vie. Comment ils ont organisé leurs dernières vacances, comment ils organisent l'organisation d'un mariage ou d'un événement. Et vous verrez tout de suite si c'est des gens qui se perdent dans le détail ou est-ce que c'est des gens qui utilisent et ont un sens du détail qui n'est pas du tout un obstacle à leur envie d'efficacité. Parce que la standardisation, c'est quoi? La standardisation, ce n'est pas le fait d'ignorer le détail, ce n'est pas le fait d'ignorer que les choses peuvent être complexes. Non, la standardisation, c'est savoir faire des choix. C'est pour ça que la deuxième caractéristique très importante sur quelqu'un qui standardise dans votre équipe, c'est la capacité à faire des choix
important, rapidement et sans se torturer. Une bonne standardisation, ça demande du leadership et ça demande d'être capable de prendre des décisions rapidement sans être noyé en permanence dans ses propres pensées et ses propres hésitations. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des erreurs. Et ça, c'est la troisième chose à regarder chez quelqu'un qui est responsable de votre standardisation. C'est est-il capable d'écouter le feedback de la data? Est-il capable d'observer ce que les gens font? Et est-il capable de voir quand quelque chose a été raté ou pas en chemin? Autour de ces trois piliers, si vous avez quelqu'un qui a le sens du détail et qui aime le produit, vous avez votre monsieur standardisation. Alors, la standardisation est en général tout ce qui est qu'on va appeler côté produit. L'autre façon d'appeler la standardisation, c'est de parler de productisation. Déléguer le produit, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux pour un CEO. Mais c'est hyper important de comprendre qu'on ne peut pas être responsable du produit et aussi responsable de la maintenance et aussi responsable de l'extérieur et aussi responsable des levées de fonds, etc. Donc il y a un moment, il faut grandir sur ces sujets-là et se rendre compte que la meilleure chose qui puisse arriver à votre entreprise, c'est que quelqu'un considère votre produit comme son bébé. Alors pourquoi je parle de standardisation plutôt de produit? Parce que je veux vous forcer à comprendre que le scale nécessite une vue produit qui transforme des tâches qui sont habituellement personnalisables en une tâche standard qui peut justement être réalisée par un produit. Effectivement, quand on parle de productisation, on parle en fait de standardisation. Et standardisation, c'est un mot un peu qui nous met mal à l'aise. Parce que derrière l'idée de standardisation, il y a un certain nombre de choses qu'on refuse. D'ailleurs, les plus grands standardiseurs du monde sont des gens qui ne parlent jamais de standardisation. Au contraire, ils parlent d'empowerment, de personnalisation, etc. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, nous, là, à Coup d'État, et ce que j'essaie de faire tous les jours avec les entrepreneurs, c'est justement d'être au-delà des clichés, de ne pas sombrer dans ces clichés et de réussir à comprendre qu'il y a des choses par lesquelles on doit passer et qui sont des choses positives. Donc, standardisation égale produit et délégation égale empowerment. Vous avez besoin de donner une partie de votre pouvoir à des gens qui se sentent aussi responsables que vous. Et si vous n'êtes pas capable de créer ce sentiment de responsabilité et si votre peur vous empêche de faire ça, alors vous n'arriverez pas à scaler. Le scale, ça passe par la confiance. Et faire confiance à quelqu'un, c'est aussi faire confiance aux choix qu'on fait. Si vous vous êtes trompé, évidemment, il faut prendre des décisions adéquates et il faut changer. Si vous avez pris un product owner qui n'est pas le bon product owner, ça ne fonctionne pas. Mais vous devez comprendre qu'aucune organisation ne scale avec un CEO qui passe 90% de son temps à faire du produit. Parce que la complexité d'une entreprise et l'ensemble des tâches nécessaires à son accomplissement dépassent de très loin simplement le fait de faire un bon produit. Faire un bon produit, c'est le centre de l'expérience. Quand vous êtes un fondateur au début de votre startup, c'est hyper important. Mais il y a toujours un moment où le scale nécessite que vous arrêtiez de faire le produit vous-même et que vous confiez cette tâche de standardisation à quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est intéressant dans la standardisation, c'est que le front-end et le back-end s'immergent. Dans une bonne boîte, les gens responsables du produit client sont aussi responsables de créer la standardisation en back-end. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un continuum logique entre les deux. Ce n'est pas possible de confier à des gens l'interne et à des gens l'externe. Un bon dashboard, il est fait par des gens qui connaissent le métier et qui connaissent le business et qui connaissent le process. Sinon, le dashboard est super artificiel et ne comprend pas les datas que vous avez besoin pour être opérationnel. Prenons un premier exemple, celui qui me concerne. As the Family. As the Family, on est dans un milieu où finalement, on ne cherche pas trop à scaler. Mais on a quand même des problématiques de scale. Une de ces problématiques, c'est la création de Coup d'État. Alors, la création de Coup d'État, ça passe par une première délégation, une première standardisation, qui est comment transformer l'accompagnement personnalisé de The Family, qui est un accompagnement de boîte de services qui ne scale pas, en un accompagnement standard qui fonctionne par vidéo et qui est un produit qu'on peut consommer. Cette délégation, elle est passée par le fait de faire confiance à Valentin, que vous connaissez tous.
Cette confiance, elle s'est faite en 3 étapes. La première étape, c'est de faire confiance à Valentin sur une première version, une itération, pour montrer qu'est-ce que Coup d'État pourrait être dans son relancement. Confier un rebranding, un relaunch, lorsque vous déléguez quelque chose, c'est pas mal de donner à la personne l'opportunité de faire une nouvelle version. Même si une nouvelle version n'est pas nécessaire. Alors, dans le cas de Coup d'État, ça l'était. Ça faisait 4 ans que c'était au grenier. Mais imaginons que nous travaillons sur Coup d'État intensément, en permanence à The Family, qu'on décide de déléguer ça à Valentin. Laisser la liberté de faire une nouvelle version, c'est une très bonne façon de tester la personne, de voir si la personne se l'approprie. Pensez à cette citation qui m'obsède. Les grands artistes copient, les génies volent. Un bon product owner est avant tout un voleur. Coup d'État a été volé par Valentin. Il m'a volé Coup d'État. Il m'a pris Coup d'État et il en a fait ce qu'il avait envie. Et cette distance que j'ai aujourd'hui avec Coup d'État, c'est une distance que vous devez vous avoir avec votre propre produit. Deuxième chose, c'est qu'une fois que cette première itération est faite, ce premier test, et que vous êtes en confiance, commence la deuxième étape de cette délégation, dans le cas de Coup d'État, qui a été de laisser Coup d'État devenir autre chose que la vision qu'on en a imaginée. Coup d'État, à la base, c'est un Netflix de l'entrepreneuriat, c'est du contenu, c'est le marché de l'entertainment, c'est un marché qui me plaît. Mais c'est quelque chose qui n'est pas suffisant pour l'équipe Coup d'État. L'équipe Coup d'État a envie d'aller plus loin. Et la standardisation, ça permet de découvrir quoi? La standardisation, le fait de travailler sur le produit, le fait de commencer à owner tout, ça permet de remonter un feedback qui était invisible au début, aux créateurs, aux fondateurs. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est qu'il y a des pivots qui peuvent se mettre en place. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Anyone Can Scale, avec Break the Game, avec le fait que Coup d'État est en train de devenir une plateforme qui concerne tous les entrepreneurs et qui a pour but de les accompagner dans l'action et pas simplement le samedi soir quand vous êtes devant votre télé à écouter ma très douce voix vous parler en permanence. Donc le contenu c'est bien, mais ce contenu doit être dans l'action. Et ça, c'est une nouvelle étape dans le produit. Et cette nouvelle étape dans le produit passe justement par le fait de tester des nouvelles choses. Et puis la troisième étape, c'est celui du lâcher prise. Il faut apprendre à devenir client de votre propre entreprise. Moi, je suis un client de Coup d'État. C'est finalement la façon la plus simple de rester connecté. C'est très contre-intuitif, mais je vais vous expliquer un secret. Si vous êtes du côté interne des process dans votre propre entreprise, vous perdez le sentiment d'être client et vous perdez l'expérience réelle. Pourquoi? Parce que devant vous, les gens vont toujours se comporter comme s'ils sont en mode examen. Si vous allez dans trop de meetings de product review, ou vous vous impliquez trop, vous micromanagez, les gens vont toujours être en alerte, vont jamais se détendre. Alors que si vous êtes un simple consommateur de votre entreprise et que vous apprenez ce lâcher prise, qui est, je sais, très contre-intuitif, eh ben, vous allez voir les vrais problèmes. Vous allez voir vraiment ce qui ne va pas et vous allez le voir avec l'œil le plus intéressant, c'est celui du client. Et j'ai observé énormément de grands capitaines d'industrie. Ils ont cette capacité incroyable à être les clients de leur propre entreprise. Et être client de sa propre entreprise, c'est la meilleure façon de garder un niveau de qualité hyper élevé parce que l'exigence, elle sera au bon endroit, elle ne sera pas sur la méthode, elle sera sur le résultat. Par exemple, il y a une autre série assez sympa, pas aussi sympa que Anyone Can Scale, mais qui s'appelle Abstract, que vous pouvez regarder sur Netflix. Et par exemple, dedans, il y a l'exemple du nouveau Head of Design de Instagram qui raconte que sa première mission a été de pouvoir redesigner Instagram de zéro. C'est hyper important de laisser aux gens la possibilité de concevoir leur propre bébé pour se sentir responsable du développement de cet enfant. D'ailleurs, dans cet épisode, la petite anecdote marrante, c'est qu'ils installent une salle de conférence avec les vitres opaques pour pas que le CEO puisse voir ce qui se passe dedans. Et le designer en chef dit au CEO, tu ne rentres pas tant que c'est pas fini, parce que sinon tu vas trop me casser les burnes. Et ça, c'est un très bon exemple d'ownership at scale. Si vous faites confiance à quelqu'un, il faut lui laisser l'opportunité. Ça peut aussi vouloir dire qu'il peut y avoir un gros raté. D'ailleurs,
Vaut mieux que ce gros raté arrive tout de suite dans ce process-là, plutôt que dans un processus continu et lent. Si cette nouvelle version, imaginons un monde dans lequel Valentin ait fait une première version du relaunch de Coup d'État qui nous fasse honte, on aurait arrêté. Et on aurait arrêté à ce moment-là. Parce que c'est tellement un gros enjeu qu'on évalue tout de suite la personne face à un challenge géant. Donc une bonne règle quand vous déléguez à quelqu'un, c'est mettez la barre haute, mais laissez le temps des erreurs et laissez le temps de l'adaptation. Maintenant, parlons des robots. Les robots et l'automatisation, c'est le sujet à la mode. On l'a déjà vu dans le chapitre 1 de Coup d'État. C'est un outil hyper important pour le scale. Alors, l'automatisation, c'est l'inverse de la standardisation en termes de délégation. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un chef de l'automatisation. La différence entre la standardisation et l'automatisation, c'est que la standardisation, c'est un processus de décision centralisé, alors que l'automatisation, c'est une culture. Et une culture, ça doit ruisseler dans l'ensemble de votre organisation. Si vous voulez vraiment avoir une boîte extraordinaire, vous devez avoir une boîte dans laquelle tout le monde prend au sérieux le fait d'automatiser son travail. Et cette culture, vous devez l'instiller le plus tôt possible et vous devez vous-même montrer l'exemple. Comme toutes les créations de culture, l'automatisation, c'est quelque chose qui passe par 3 étapes très simples. Quand on veut créer un élément culturel, il y a 3 étapes simples à respecter. Étape 1, il faut montrer l'exemple. Si vous dites « ma culture, c'est de faire attention à tous les centimes » et que vous voyagez en jet et allez dans des grands restaurants avec la carte de la boîte toutes les semaines, ça ne marche pas. Vous n'êtes que ce que vous faites et vous n'êtes que ce que vous montrez. L'idée que parce que vous êtes le patron, parce que vous êtes le CEO, vous avez le droit de vous comporter différemment du reste des mortels, ça finit toujours par casser les briques. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai apprise cette semaine qui ne va pas durer très longtemps mais qui me fait rire. Le CEO de WeWork a voulu créer une politique dans laquelle personne n'a le droit d'expense de la viande pour aller sauver la planète. Mais évidemment, lui, il expense de la viande et il va manger des steaks. Ça, c'est pas possible que ça ne crée pas des tensions, du ressentiment, de la parole et de la défiance. Donc, quand vous voulez instaurer une culture de l'automatisation, vous devez vous-même trouver des opportunités d'automatisation et montrer l'exemple. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut avoir une KPI. Il faut avoir une KPI qui est simple à mesurer et qui est d'évaluer le niveau d'automatisation des process de votre entreprise. Alors, pas besoin de faire compliqué, un dashboard et tout. J'ai remarqué que quand on parlait de KPI aux gens, les gens adoraient bâtir des vaisseaux spatials. Non, un truc simple où vous évaluez dans votre entreprise le pourcentage de process qui sont automatisés et vous avez une sorte de to-do de tout ce qu'il faut automatiser et vous communiquez régulièrement en interne sur les progrès d'automatisation. Et la troisième chose, c'est que pour créer une bonne culture, il faut reward. Et donc, il faut reward les gens qui participent à ça. Alors, je vais vous donner un exemple très concret que j'adore, qui me fascine. Alors, je sais que c'est une entreprise dont il ne faut pas trop parler en ce moment. Facebook, c'est devenu les grands méchants vilains. Mais Facebook, ils ont fait des trucs très bien. Et par exemple, ils ont une tradition à Facebook qui est de promouvoir les gens qui tuent leur job. Je vous explique comment ça marche. Vous arrivez chez Facebook et on vous confie une tâche. On vous dit, vous êtes ingénieur de ci, ingénieur de ça, responsable de ci ou responsable de ça. Si vous trouvez un moyen de supprimer votre boulot par un process d'automatisation, vous êtes automatiquement promu dans la grille de salaire et la grille de responsabilité. Et donc, au lieu d'avoir peur de se faire tuer son job par l'automatisation, ils ont créé une culture qui reward le fait d'automatiser un process. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça montre l'exemple, les managers le font eux-mêmes et ils créent des nouvelles opportunités, ça récompense et ça se diffuse. Et ça, c'est exactement ce que vous avez besoin de faire pour passer l'automatisation du scale. Alors, ça veut dire un investissement sur des choses qui ne sont pas faciles. D'abord, il y a un investissement dans les outils. Dans Coup d'État Anyone Can Scale saison 1, on vous a beaucoup parlé des outils que vous pouviez utiliser dans le cadre d'une automatisation. Valentin vous a montré des choses à faire, etc. Ça, très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que vous avez besoin de faire, c'est que tout le monde dans votre organisation soit formé à ça. Et vous devez y passer du temps. Et vous devez prendre du temps pour montrer aux gens comment faire des choses.
Alors évidemment, tout le monde ne va pas être au même niveau, mais si tout le monde a l'obsession de se dire que chacun dans son coin il optimise son travail en l'automatisant, l'ensemble de votre organisation va devenir de plus en plus efficiente. Un autre exemple un peu moins radical que celui de Facebook, Payfit par exemple organise très souvent des hackathons en interne où le but est d'automatiser pour les clients des process qui aujourd'hui sont manuels et Payfit reward les gens qui pendant les hackathons produisent les idées les plus inspirantes pour le reste de l'entreprise. Vous avez plein de façons de faire at scale pour susciter l'envie d'automatiser. La deuxième chose, c'est qu'après avoir formé les gens, il faut aussi vérifier que l'automatisation n'est pas esthétique. Alors je m'explique. Par exemple, récemment, dans mon équipe, il m'est arrivé un truc, alors il nous arrive plein de trucs quand vous avez une équipe. Quelqu'un est venu m'expliquer qu'il avait automatisé une tâche qu'il était en train de faire. Et je me suis rendu compte que faire cette tâche, c'était 1 heure, automatiser, c'était 1 journée, et qu'il avait mis une journée à automatiser quelque chose qu'il aurait pu faire manuellement 1 heure. Il y a énormément de tâches qui n'ont pas besoin d'automatiser. Il y a énormément de tâches où ça coûte moins cher de demander sur un site comme Upwork à quelqu'un en Inde, en Thaïlande, de le faire à la main, que d'essayer d'automatiser la tâche. Donc, soyez intelligents et n'allez pas automatiser des choses qui n'ont pas besoin d'être automatisées. Et ça passe par une culture du reward, du retour sur investissement. Parce que quel est le problème? C'est qu'à partir du moment où vous dites dans une organisation, par exemple à The Family, que vous êtes heureux quand les gens automatisent leur travail, les gens vont avoir tendance aussi à automatiser des choses qui ne servent à rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue la KPI du retour sur investissement. Là, à ce moment-là, on va diviser les entreprises en 3 grandes catégories. Il y a d'abord les entreprises de geeks, où le CEO a depuis tout petit programmé, c'est un nerd, il a l'habitude d'automatiser des choses, il sait coder, etc. Alors ces entreprises, je vous encourage à une chose et une chose simple, c'est de ne pas perdre cette culture et de comprendre que vous avez un avantage sur les autres entreprises extraordinaire. Si vous arrivez à allier cette passion du coding et cette passion de l'automatisation avec un vrai sens client et un bon business sens, qui savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile, et d'être vraiment très pragmatique, donc être plus hacker que ingénieur. Si vous avez cet esprit de pirate efficace, où vous allez chercher le trésor, vous pouvez créer une organisation hors du commun. D'ailleurs, nous, à The Family, on adore les hackers. Le hacker spirit, c'est un peu qui on est et on aime cette culture et on aime les CEO qui ont cette culture. Alors, évidemment, la culture du piratage, la culture du hacking, ça prend des années. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un hacker. Maintenant, tout s'apprend et vous pouvez tous faire ce chemin. Mais comme je vous l'ai dit, pour créer une culture, il faut d'abord montrer l'exemple. Si vous vous sentez nul avec les outils, etc., eh ben vous faites tout ce qu'il faut faire pour plus l'être. Prenez 2 heures de cours de soir s'il faut. C'est un peu comme, imaginez que pour votre business, vous avez besoin de parler anglais parce que vos clients sont anglais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder vos séries Netflix sans sous-titres, vous allez parler tous les jours anglais avec des gens, vous allez mettre dans votre vie l'anglais. Vous allez essayer de rencontrer des gens en week-end, en vacances, dans des pays anglophones. Parce que si vous n'êtes pas au niveau, vous voulez atteindre le niveau et la façon la plus simple d'atteindre le niveau, c'est de mettre ça dans votre vie. Et bien, c'est un peu la même chose avec l'automatisation. Faites des choses à la maison, automatisez des choses dans votre boîte email perso, automatisez des choses dans votre vie, faites des process, faites des choses que vous pouvez ensuite refaire au travail dans un environnement plus critique. Et en montrant cet exemple et en donnant du temps aux gens pour faire ça, vous pouvez. Alors, le cas le plus extrême, c'est le fait de consacrer des journées à ça, où tous ensemble, les gens un peu plus avancés, les gens un peu moins avancés, on se donne tous comme objectif d'automatiser quelque chose. C'est les Automatic Friday, par exemple, où le premier vendredi de chaque mois, toute l'entreprise ne fait rien d'autre que travailler à faire ce genre de choses. Mais j'insiste, comprenez quelque chose de très simple.
Il y a une guerre entre les boîtes qui savent automatiser et les boîtes qui ne savent pas automatiser. Vous pouvez geindre, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez vous dire que ce n'est pas pour vous, mais moi je vous le garantis, si vous êtes du côté de la ligne ou vous êtes celui qui ne sait pas automatiser, vous n'avez fait aucun effort, ça va bientôt être comme être incapable de lire. Parce que le niveau d'automatisation des entreprises les plus efficaces commence grâce à Airtable et à tous les outils no-code à être tel que la concurrence contre ces entreprises va devenir quasi impossible pour les entreprises qui sont obsolètes. Donc prenez ce challenge très au sérieux, mettez-vous-y personnellement pour que tout le monde s'y mette au sein de votre entreprise. Alors évidemment, Valentin va faire des recettes, va vous montrer des exemples et vous allez trouver un début de réponse dans Anyone Can Scale. Maintenant, soyons clairs, à Anyone Can Scale, on n'est pas là pour refaire YouTube les gars. Énormément de feedback qu'on a eu, c'est je veux plus de ci, je veux plus de ça. Et les gars, on va sur Google, on va sur YouTube. Il y a 1 milliard de ressources qui ont été faites sur l'automatisation par des gens beaucoup plus brillants que nous. Nous, on est là pour vous faire bouger le cul. On est là pour vous dire arrêtez de vous plaindre, arrêtez de croire que c'est compliqué, faites-le et si vous le faites suffisamment, ça va devenir naturel. Et si ça devient naturel pour vous, vous saurez où trouver les ressources. Parce qu'en fait, les ressources, elles sont partout. Il n'y a pas un cas, par exemple moi qui fais pas mal d'automatisation Excel dans mon quotidien, à chaque fois que je tape une question dans Google sur l'automatisation, je tombe sur une vidéo YouTube qui montre comment le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir le savoir au préalable. Vous pouvez apprendre étape par étape en fonction de vos besoins. Mais à chaque fois que vous faites quelque chose de répétitif et que ça prend vraiment beaucoup de temps et pas 1 heure et que ça peut vraiment améliorer votre quotidien d'automatiser, eh ben faites-le. Faites l'effort de pouvoir mettre l'automatisation dans votre vie et aller chercher toutes les ressources. Un truc qui est très important à comprendre, c'est que pour devenir un maître du scale, il faut devenir un maître de l'enseignement. Il existe une corrélation directe entre votre capacité pédagogique et votre capacité à faire scaler une entreprise. Si vous réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est faire scaler une entreprise? Faire scaler une entreprise, c'est avoir tout le monde qui regarde dans la même direction, qui est capable de prendre les bonnes décisions sans jamais vous transformer en un goulot d'étranglement. Et c'est pour ça que enseigner, c'est plus important que tout. Parce que enseigner, c'est transmettre ce que vous savez et l'offrir à tous. Alors, il n'y a pas 2 façons de devenir un bon enseignant. Il n'y en a qu'une, c'est d'enseigner. Anyone can teach. Tout le monde peut faire l'effort de réussir à enseigner en interne les choses que les gens ont besoin. Et ça, c'est hyper essentiel. Pourquoi? Parce que si vous avez la réponse à un sujet et qu'on vous pose une question, vous allez à la vitesse où vous êtes capable de répondre à la question. Mais si vous êtes capable d'enseigner aux gens la réponse et qu'eux-mêmes sont capables de l'enseigner à d'autres, eh bien votre pouvoir devient démultiplicateur. Le scale, c'est avant tout un exercice d'humilité. C'est avant tout de savoir que si vous êtes capable de faire quelque chose, tout le monde est capable de le faire. Il faut arrêter de penser que vous êtes unique. Et il faut donc penser que tout le monde peut faire les choses. Et pour faire les choses, il faut pouvoir donner aux gens l'opportunité de l'apprendre. Et pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre, il faut devenir bon à les enseigner. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'encourage tous mes entrepreneurs à toujours prendre une opportunité d'aller faire une conf, de faire un cours en interne, de prendre un sujet. Et vous avez besoin de créer cette culture où tout le monde enseigne à tout le monde en permanence. Et la seule bonne façon de faire, c'est la répétition, la répétition et la répétition. Si vous essayez de faire comprendre aux gens ce que vous faites, vous deviendrez même meilleur à ce que vous faites parce que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Je vais vous donner un exemple de cette guerre qu'est l'automatisation et je vais vous montrer à quel point c'est un sujet important dans l'économie contemporaine. Il y a une entreprise à The Family qui me fascine. Elle s'appelle Totem. Totem, c'est une entreprise qui me fascine d'abord par une chose que je dis avec toute l'amitié du monde, c'est son ridicule. Je m'explique. Vous avez 2 polytechniciens dont le rêve est de vendre des cacahuètes dans des entreprises. D'ailleurs, quand ils étaient à l'école polytechnique, leur prof leur a dit « Les gars, vous n'avez quand même pas créé cette boîte, vous n'avez pas fait polytechnique pour aller vendre des cacahuètes et des pistaches. » Mais ce que j'aime chez Raphaël de Laverne, c'est son sens de l'humour. Raphaël, il n'a pas d'ego.
Il n'est pas là pour faire quelque chose qui a l'air sérieux. Il n'est pas là pour faire quelque chose qui a l'air prestigieux. Il est là pour faire un super business et un business qui tourne. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité dans toutes les entreprises qui était d'installer un endroit cafétéria et snacking qui soit meilleur que la base. Alors, vous allez me dire, elle est où l'automatisation? Il suffit de mettre des cacahuètes, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se pose la question de mettre les cacahuètes 10 fois plus vite que tout le monde, à des endroits plus incroyables et le plus rapidement possible avec le moins de coûts possible? Vous pouvez le faire comme tout le monde, avec le même taux de marge. Mais vous pouvez aussi le faire de façon étonnamment processée et étonnamment efficace. Totem a poussé l'automatisation de la gestion de stock, de l'approvisionnement, de la gestion d'entrepôt. Ils ont créé leur propre back-end maison qui leur permet de suivre et de traquer l'ensemble des gens qui vont installer les snackings. À tel point qu'aujourd'hui, leur productivité sur le marché est dingue et leur taux de rentabilité est supérieur à l'ensemble des autres acteurs. Vous voyez, c'est ça la suprématie du produit. La suprématie du produit, c'est de pouvoir aller automatiser des choses qui coûtent de l'humain aux autres. Et si ça vous coûte 10% de moins, 20% de moins, 30% de moins, c'est 10, 20 ou 30% que vous pouvez investir dans votre communication, que vous pouvez investir dans votre coût d'acquisition, que vous pouvez investir dans votre croissance. Et vous pouvez donc croître beaucoup plus vite que tout le monde sur le marché. Et chez Totem, ce qui est fascinant, c'est que cette ambition, cette obsession, elle est présente depuis le premier jour. Au début, c'était des Excel mieux que tous les Excel. Ensuite, c'est devenu un back-end web. Ensuite, c'est devenu une app mobile. Ils n'ont pas construit une centrale nucléaire pour alimenter un village de pêcheurs. Non, ils ont petit à petit utilisé des outils de plus en plus complexes pour atteindre des nouveaux objectifs d'automatisation. Et ça, ils l'ont créé pour que tout le monde en interne ait le réflexe de filer du feedback et de voir comment gagner quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Si on peut automatiser pour vendre des cacahuètes, Totem nous a montré que c'était possible, on peut le faire pour tout. Évidemment, vous pourriez vous dire, oui, mais c'est ce que tous les logisticiens font. Mais ce qui est fou chez Totem, c'est qu'on ne parle pas simplement d'optimiser la logistique. On parle d'optimiser l'approvisionnement, on parle d'optimiser les décisions de prix, on parle de donner aux clients des outils pour automatiser le feedback, l'approvisionnement, le choix. On donne des outils aussi aux clients pour créer du lien chez lui, dans son entreprise et impliquer l'ensemble des salariés dans le choix de qu'est-ce qu'il y aura à la cafétéria Totem. Vous voyez, c'est une vision qui dépasse de loin le simple approvisionnement en produits. C'est quelque chose qui vient irriguer l'ensemble de la chaîne de valeur. Quel est le plus grand obstacle de l'automatisation? Si on met de côté le savoir-faire. Imaginons une entreprise où les gens savent faire. Pourquoi on n'automatise pas plus vite? C'est ce qui se passe à The Family, c'est ce qui se passe à Coup d'État, c'est ce qui se passe dans toutes les entreprises de l'univers The Family. C'est très dur de prioriser le futur par rapport à l'urgence du présent. Le manuel a cet avantage d'avoir un résultat immédiat. Quand on a besoin d'automatiser quelque chose, il faut prendre le temps de s'arrêter et il faut donner au temps le temps de produire son résultat. Et c'est frustrant parce qu'on n'a déjà pas le temps. C'est pour ça que je vous encourage le plus possible à dédier des plages horaires fixes pour l'optimisation. L'optimisation ne devrait pas être un processus continu, ça devrait être une contrainte comme le sport, dormir et manger. Mettez au sein de votre organisation des rituels. La ritualisation de votre entreprise est une arme pour le scale. On va introduire cette notion qui est de créer des rituels. La différence entre le scale individuel et le scale collectif, c'est que le scale individuel passe par l'autodiscipline et la conviction. Le scale collectif passe par la ritualisation. Et c'est quoi un bon rituel? Un bon rituel, c'est un message clair, un objectif simple et un temps dédié. On va à la messe le dimanche, on fête son anniversaire, on a son baptême. Vous voyez, c'est des moments de temporalité. Et l'automatisation, ça passe par le fait de créer des rituels en interne. Prenez du temps collectif dédié à ça et vous verrez que vous ferez beaucoup plus de progrès qu'espérer le faire en continu quand l'envie vous vient. Et à force de faire ces rituels, vous allez être de plus en plus efficace et vous allez réussir à obtenir vos objectifs en termes d'automatisation.
Dernier outil, et voyons comment ça diffère quand on est en équipe, c'est la délégation au client. Alors la délégation au client dans une boîte at scale, c'est une fonction product. L'avantage, c'est que quand on scale une organisation, on peut spécialiser des gens dans l'entreprise et un peu comme la standardisation, la délégation au client devient la responsabilité d'un product owner et d'une équipe. Alors, ce qui est intéressant dans la délégation au client, c'est que ça demande des qualités un petit peu différentes de la pure standardisation. Je m'explique. Lorsque vous pensez à un produit, vous voulez contraindre l'utilisateur et vous voulez que l'utilisateur vous donne les informations de façon standard. Mais lorsque vous voulez créer une communauté, vous avez besoin de comprendre les incitations économiques de la communauté. Alors, les gens qui ont fait ça le plus extraordinaire, c'est évidemment les réseaux sociaux qui nous ont tous transformés en journalistes, commentateurs, etc. Mais même eux, ils n'ont pas réussi à transformer tout le monde. At scale, la délégation aux clients, ça passe aussi par le fait qu'une majorité de clients peut vivre un process un peu plus passif. Je m'explique. Sur Facebook, 1% des gens créent, 9% commentent, 90% lisent en silence. Le but de Facebook étant d'engager tout le monde, ils ont créé le bouton like, etc. Mais même les likes, regardez dans votre entourage tous les radins du like qu'on a, tous ces gens qui regardent tout, consomment tout, mais le like jamais, parce qu'ils ont l'impression que c'est un endorsement, que c'est un avis qu'ils donnent ou une volonté beaucoup trop importante par rapport à leurs besoins et leurs soucis de privacy. Ils ne veulent pas qu'un Facebook sache ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Évidemment, Facebook, c'est un cas extrême de délégation aux clients. Mais comme Facebook, vous avez besoin de structurer vos clients en plusieurs catégories. Vous avez besoin d'un product owner qui a un petit groupe de gens extrêmement fans et qui sait qu'il peut leur demander plus de choses. C'est les fameux 1% qui créent. Et toujours penser en termes de mécanisme design. Quel est l'intérêt des gens? Pourquoi les gens font quelque chose? Pourquoi les gens voudraient participer et collaborer avec votre entreprise? Pourquoi les gens mettent leurs photos gratuitement sur Instagram? Quelle est la raison objective? Qu'est-ce que Instagram nous donne en échange? On accuse ces entreprises d'être des entreprises malfaisantes qui sont des fabriques à dopamine et qui nous rendent dépendantes de notre besoin de dopamine. Il y aurait un mécanisme chimique au like. Quand vous postez quelque chose et que quelqu'un like, ça produit une décharge de dopamine et votre recherche de cette décharge de dopamine nous rend extrêmement malheureux. Mais bon, avant d'être dans ces cas extrêmes, essayons de penser à la nature réelle de ces entreprises. Ces entreprises ne sont pas là pour régler les problèmes humains, elles ne sont pas là pour nous rendre meilleurs, elles sont là pour nous offrir un service dont on a besoin. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un monde avant Instagram, je n'ai pas envie de vivre dans un monde avant Facebook, je n'ai pas envie de vivre dans un monde avant Twitter. C'est comme tout, un usage irraisonné de ces réseaux sociaux rend malheureux. Et je ne vous demande pas de rendre malheureux vos utilisateurs, mais je vous demande de comprendre profondément c'est quoi les intérêts profonds et non avouables que vos utilisateurs ont d'utiliser votre service. Et si vous arrivez à trouver des secrets, si vous arrivez à trouver leurs péchés capitaux, de pourquoi ils utilisent quelque chose, vous pourrez peut-être leur demander l'extra miles nécessaire à votre business. Et cette segmentation de vos utilisateurs entre ceux qui peuvent faire beaucoup et ceux qui peuvent faire rien est un outil au service de votre scale. Pour bien penser une entreprise at scale, il faut penser qu'est-ce que je peux demander à qui et d'être capable de segmenter de façon dynamique l'ensemble de votre base d'utilisateurs. Ça repose sur l'observation, ça repose sur la data. Cette dernière partie est sans doute la partie la plus data-driven de votre entreprise. Vous devez apprendre à lire les data, collecter la data et savoir comment rendre cette data opérationnelle. Et vous avez besoin, encore une fois, d'en faire une tâche collective. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas le travail d'une personne, mais dans ce cas-là, ce sera le travail d'une équipe. La standardisation, c'est la décision et le call d'une personne. L'automatisation, c'est le travail de tout le monde. Le fait de faire travailler les utilisateurs, c'est le travail de plusieurs équipes en parallèle dans une organisation qui scale. Alors, comme la standardisation, la délégation au client, c'est un autre aspect de la productisation. Déléguer au client, automatiser, tout ça, c'est les mêmes facettes d'un domaine beaucoup plus large qu'il s'agit
qui est le développement de produits, le fait de penser produit. Prenons un exemple, Side. Side, c'est une entreprise de The Family qui est une agence intérim. C'est régulé comme une agence intérim, ça fait le travail d'une agence intérim et pourtant, ça dépense par mission beaucoup moins d'argent qu'une agence intérim. Pourquoi? Parce qu'ils font travailler les clients et ils font travailler les intérimaires. Side, leur obsession, c'est d'être le moins possible un goulot d'étranglement. Comment ils font ça? Ils font ça en donnant une app mobile à leurs intérimaires et ils font ça en donnant un dashboard à leurs clients entreprises. Et à leurs clients entreprises, ils essayent de donner le maximum. Et le maximum, ça passe par quoi? Ça passe par avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir prendre des décisions sans avoir besoin de contacter un chargé clientèle de Side. Et la KPI que Side essaie de suivre, c'est combien de missions match sans aucune intervention humaine. Cette obsession de la productisation, elle se reflète dans la délégation client, qui chez Side est d'un côté les intérimaires et de l'autre les entreprises qui utilisent leurs services. Alors évidemment, cette productisation, c'est une équipe. Vous avez besoin d'un product owner. Quelle est la petite subtilité entre la standardisation et la délégation client? C'est que la standardisation a besoin d'une cohérence globale. C'est pour ça que vous avez besoin d'un décisionnaire unique qui est en général le chef de l'équipe produit. Parce qu'il a besoin d'avoir toute l'information sur quelles sont les décisions de standardisation qui ont été prises. Par contre, la délégation client, c'est quelque chose qui peut fonctionner en squad. Vous pouvez avoir des équipes qui testent des choses et vous pouvez même avoir des versions concurrentes de votre produit. Pour reprendre un produit que j'affectionne énormément, Facebook, qui est un peu vintage maintenant, Facebook a des équipes produits qui travaillent sur des versions concurrentes de Facebook. Et au fur et à mesure que vous scalez, vous êtes capable de tester des versions de plus en plus élaborées et simples de votre produit et vous êtes capable de tester des versions de plus en plus différentes et fragmentées en fonction de vos segments utilisateurs. Le scale, ça passe pas par le fait de faire la même chose pour tout le monde. Ça, c'est l'illusion. Le scale, ça passe aussi par être capable de créer des micro-versions de votre produit qui ne portent pas de noms différents, qui n'ont pas de marques différentes, qui sont invisibles pour l'utilisateur et qui lui donnent le sentiment que le produit a été pensé pour sa niche, son segment, son utilisation. Donc vous l'avez vu, j'ai beaucoup insisté sur le fait que ces trois outils du scale, quand on passe du scale individuel au scale collectif, ça implique un certain nombre de changements au sein d'une organisation. C'est ce qu'on appelle the organizational behavior. C'est comment designer une organisation qui fonctionne correctement. Et ça va être le sujet du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires et on se retrouve dans l'épisode suivant pour parler de comment faire en sorte que son organisation soit efficace et comment adapter à toutes les étapes du scale l'organisation de son entreprise.